Salut à tous, c'est Pank pour Passion Combat. Je suis toujours avec Sony. Donc là, ces deux premiers épisodes, c'est surtout pour vous présenter Sony, sa manière de penser, sa manière de voir un petit peu, en tout cas introduire au niveau des arts martiaux. Là, on a fait un peu son historique jusqu'à NBF, parce qu'il n'a pas cité le nom d'ailleurs de l'académie, Natural Born Fighter, on reviendra dessus. Et on s'était arrêté sur les tournois et les compétitions. Où les gars étaient emmenés, notamment en Allemagne, on parlait de l'Ayastan, etc. Maintenant, on va plus parler sur la suite, la fin en fait du NBF à République, et puis ta transition vers... c'est à ce moment-là où tu as fait full-time job, vraiment, tu étais à 100% dans le coaching sportif, avec de la boxe et avec tout plein de choses. C'est à quel moment où tu as décidé, je me souviens qu'on en avait parlé, c'est quand cette transition que tu as eue où tu t'es dit, tiens, maintenant je vais faire plein temps coach sportif dédié plutôt à arts martiaux? Alors, quand j'ai commencé à donner cours à l'époque, j'étais encore militaire. Exact. Donc, je faisais ça sur mon temps libre. J'ai commencé en association à donner un cours pour aider par semaine. Après, ça a commencé sur 2 cours. Après, j'ai monté ma section. Je donnais 3 cours semaine, mais c'était toujours en tant que bénévole sur l'association. Et petit à petit, on a commencé à me demander si je faisais pas des coachings ou s'il n'y avait pas moyen d'avoir d'autres cours en plus. Donc là, je me suis dit, je suis vraiment passionné par l'enseignement. Pourquoi pas me lancer dedans totalement. Donc à côté de ça, j'avais commencé les démarches pour passer un BPGEPS. Et du coup, j'ai stoppé mon travail. Je me suis lancé dans le BPGEPS avec Pôle emploi. Parce que le BPGEPS, à l'époque, c'était BPGEPS AG2F. Donc, c'est muscu fitness. Ça prend quand même une année en full time. Tu ne peux pas travailler à côté, hein. C'est une année de cours avec en parallèle stage. Donc c'est vraiment full time. Donc j'ai eu la chance en fait d'être supporté par Pôle Emploi. Comme j'avais des droits, je me suis servi de mon année de droit au chômage pour justement prendre cette formation. À terme, j'ai eu mon BPGEPS à G2F parce que pour moi c'était le plus polyvalent et c'est le plus reconnu, on va dire, professionnellement. Parce que ça te permet d'avoir un tronc commun dans toutes les disciplines après. Tu vois, ce qui est intéressant. Euh, et tout de suite après, je me suis lancé dans le coaching professionnel à domicile, toujours en continuant le NBF 3-4 fois par semaine, donc les cours collectifs. Et j'ai développé mon activité de coaching à domicile en parallèle, voilà, petit à petit. Et à terme, après, j'ai passé mon BPGEPS sport de contact. Et après ce BPChef sport de contact, j'ai postulé pour passer un diplôme universitaire en préparation physique et réathlétisation à l'université de Dijon. Donc voilà un petit peu le cursus sur les diplômes. Et ce qui s'est passé professionnellement, c'est que la bascule s'est fait tout doucement. J'avais cette base, ce qui est intéressant et ce que j'aime dire aux jeunes qui veulent se lancer dedans, c'est déjà de commencer par de l'associative, faire bénévole dans une association et voir si on a le truc ou pas pour être professeur. Être compétiteur, c'est pas être professeur. Être professeur, c'est pas être compétiteur. Moi, j'ai aucune grande motivation pour la compétition, tu vois. Même quand on combattait, des fois, je me disais putain, qu'est-ce que je fous là? J'ai envie de rentrer chez moi, ça me saoule. Donc déjà, quand tu pars comme ça, t'es sûr que tu vas pas gagner, c'est compliqué. Faut avoir un peu la dalle, tu vois. Faut avoir la dalle et faut avoir les qualités physiques et mentales. Et ça, il y a une grosse partie qui est innée, tu vois. Tu peux rien y faire. Et donc, ce que je dis toujours aux gens, commencez par de l'association, de l'associatif. Faites bénévole. Si vous êtes amoureux et soi-disant passionné par ce que vous faites, c'est hyper cool de donner un cours par semaine dans une assoce à des petits jeunes, tu vois, et sans être rémunéré, si tu es passionné. Et justement, ça te permet de voir si tu as le truc, si les gens, ils adhèrent à ta personnalité, si tu arrives à regrouper les gens, si tu arrives à donner techniquement, tu vois, si tu arrives à faire avancer les gens. Tu peux être compétiteur, être très centré sur toi et pas avoir cette qualité-là, tu vois.
C'est deux Est-ce jobs que, différents. quand tu faisais du karaté, parce que moi, tu vois, j'ai commencé à passer mes diplômes ou mes diffs, je sais plus. Ouais, ça devait être le diff qui a fait des karaté. Bah, mais j'avais 18 ou 19 ans, tu vois, je venais d'être ceinture noire ou je sais pas quoi, marron ou noir, et je donnais des cours aux enfants. Parce que c'est ce que j'avais envie, hein. J'avais demandé aux profs s'ils Bien avaient sûr, besoin ouais. d'aide, etc. Et je trouvais ça, quoi, enseigner le karaté aux enfants, en fait, c'était pas si drôle que ça, mais l'idée était intéressante. Est-ce que toi, tu as commencé au moment du karaté ou tu as commencé au niveau associatif un peu plus tard quand tu as fait du Non, Daidojuku? non, j'ai commencé avec le Daidojuku et ça s'est fait un peu par hasard. On n'était pas beaucoup. Des fois, le professeur de l'époque pouvait pas venir à tous les cours. Il m'a proposé, parce que j'étais le plus ancien, avec un autre. Et Avec Série, c'est j'ai ça? vu que ouais, c'est ça. Et j'ai vu que j'ai commencé à avoir du monde. J'ai vu que la sauce elle prenait. J'ai vu que j'étais peut-être plus doué pour l'enseignement que pour la compétition. Ouais, t'as super Euh, fait monter. Moi, je trouve le Daido, il y a plein de gens qui ont ouais. connu grâce à toi, parce que il y avait qu'un club, et c'était à Paris, c'était au dojo de Patricia, Ouais, là. Ouais, tout à c'est ça. fait. C'était au dojo d'Aikido, je sais même plus comment ça s'appelait, ce dojo Ouais, pourri qui puait la chaussette. ouais, bah, Mais voilà, j'avais l'énergie, j'avais la motivation et je sentais que c'était mon truc. À côté de ça, en compétition, j'arrivais pas à performer et j'avais pas plus de motivation que ça. Donc je me suis dit, je vais me lancer dans l'enseignement parce que c'était mon truc, tu vois. C'était mon alors ça, truc. c'est intéressant. Je pense qu'on fera un podcast complet sur ça. Mais Mm, tu mm. vois, cette notion, très souvent, moi, je dis à mes élèves, allez voir en compète si ça vous plaît. Après, si vous voulez vraiment Ouais, faire beaucoup de compètes, je vous conseille plutôt d'aller dans un club compète parce que c'est aussi un enseignement qui est différent quand tu as des bien élèves sûr. compétiteurs, tu vois. Euh, mais je trouve que cette notion de se dire, faites de la compète pour voir si ça vous plaît et si ça vous parle, Bien si sûr, vous avez envie de tout le à faire, hein. fait. On peut faire de la compète et être nul et jamais rien gagner, c'est pas grave, on prend plaisir à y aller et Bien c'est sûr. aussi important. Mais c'est intéressant de se dire, est-ce que je continue les arts martiaux comme étant on va dire, un athlète, entre guillemets, donc un compétiteur, Bien sûr. euh, juste un participant, je veux participer à la vie du dojo et puis je fais mes cours par semaine, puis tranquille, ou aller dans l'instructorat, aller dans l'enseignement et se dire, tiens, mais en fait, moi, j'ai envie de partager mes compétences parce que tu le vois, hein, même chez tes élèves, quand tu laisses entre eux, tu vois qu'il y en a qui sont super bons à partager la Bien connaissance sûr. qu'ils ont, leur niveau, etc. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de se dire à un moment, tiens, non, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est enseigner. Et on n'a pas besoin, et tu l'as super bien précisé, d'être champion de quoi que ce soit pour être un Non. excellent instructeur, un excellent professeur et quelqu'un qui prend attention et qui pédagogiquement se pose des questions. Bien sûr. Je pense que, bah, comme on se disait déjà, quand tu es enseignant, la compétition, déjà, c'est intéressant d'y être passé, de pas forcément avoir. De toute façon, historiquement, tu vois, tous les grands entraîneurs, dans la plupart des sports, c'est un peu des compétiteurs foirés, quoi. Il y a quand même très peu de mecs qui étaient à très haut niveau et qui deviennent des grands entraîneurs, il y a quand même très peu. Mais nous, on a besoin de cette notion-là, d'avoir connu cette souffrance, d'avoir connu ce que c'est de prendre un pain dans la tronche, pour pas mettre des plans complètement surréalistes ou demander des choses surréalistes à notre compétiteur, c'est pas possible. C'est un peu comme, allez, on va dire en force ou en musculation. Si t'as jamais connu ce que c'est que pousser une charge vraiment lourde, bah, c'est compliqué d'expliquer ça à ton élève et de savoir quand est-ce qu'il cheat ou pas, s'il peut faire plus ou pas. Tu vois, c'est des notions quand même assez difficiles. Donc c'est intéressant d'être passé par la compétition bah, pour savoir quand même ce que c'est que de la douleur et ce que c'est que bah, la peur que tu as dans le vestiaire, la peur que tu as quand tu montes sur le tatami ou le ring, tu vois, sur ce petit chemin, tu vois, qui te paraît très long. Le premier coup que tu prends, tu vois, et tu dis putain merde, ça fait mal quand même. Et C'est tu vois bizarre le comme regard de sport. l'autre. Tu vois le regard de l'autre, c'est plus un sparring, c'est plus quelqu'un qui est là pour jouer, c'est quelqu'un qui est là peut-être pour te faire mal et pour gagner, et qui a la rage. Et c'est quand même très différent. Donc je pense que c'est intéressant quand même d'y être passé comme on est passé. Être réaliste, tu vois, à un moment, il faut être réaliste. Hein, c'est que tu fais quelques combats, tu vois que tu performes pas. Bon, tu prends du plaisir, mais tu seras jamais un grand champion. Être un champion, tu le vois dès les premiers combats. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Quelqu'un qui est doué, tu le vois très très vite. Et après, il faut être réaliste. Mais c'est pas pour ça, tu vois, c'est un peu le problème de nos sports. C'est que, comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui arrêtent.
parce qu'ils ne performent pas en compétition ou ils passent un certain âge, alors que justement, on peut encore trouver du plaisir. Moi, j'ai 46 ans maintenant. Là, je m'entraîne tous les jours dans un club de compétiteurs à Tokyo. Je fais pas de compétition, mais les mecs me donnent une vibe, me donnent une énergie. J'arrive, les mecs, ils ont la dalle au club, tu vois, ça pue la testo. Et moi, j'arrive, je prends un coup de boost, tu vois, j'ai envie de me dépasser aussi. Et maintenant, ça fait presque 20 ans que je boxe. Et plus que je pratique les sports de combat, mais j'y vais toujours avec le même plaisir, la même découverte. Je découvre toujours plein de nouveaux coachs, des gars qui te donnent des tips différents. C'est un plaisir, c'est un lifestyle. Je pense que c'est un lifestyle, c'est-à-dire que quand ça va pas dans ta vie, tu vas t'entraîner, ça va mieux. C'est vraiment un fil conducteur à ta vie et ça s'arrête pas à la compétition. Parce que la compétition, c'est quoi? C'est 10 ans sur une vie. Tu vas vivre, avec de la chance, tu vis 90 ans. C'est quand même dommage de résumer ta vie sportive à 10 ans. Donc, je pense que c'est important quand même d'avoir goût à ça et modifier ta pratique avec l'âge. Par exemple, moi, à 46 ans, je fais moins de sparring qu'avant, mais je prends toujours du plaisir à taper dans un sac, à faire du PAO, à faire des petits sparring tranquilles, tu vois. Mais c'est toujours un kiff. Comme toi, tu fais avec tes élèves. C'est toujours un kiff. On s'entraîne plus comme avant. On n'est plus en mode je veux prouver que je suis un homme, je veux prouver que je suis le plus fort. Mais ça reste un plaisir. Mais on n'est plus dans cette recherche de je suis le plus fort. Parce qu'on n'est pas les. On le sait. Tu te rends compte que. On le sait. Et on sait qu'on est sur la pente descendante, tu vois. En plus. Mais putain, ça reste un kiff, quoi. Quand tu mets un beau shoot au PAO ou que sur un sparring, tu places un petit coup sympa, là, t'es content, tu kiffes, tu kiffes. Et ça part jamais, tu vois. Si t'es passionné, ça part jamais. Tu vois, là, il y a un élément qui est venu quand tu parlais où je me disais, c'est vrai que ce qui est dommage chez beaucoup de personnes, et c'est pour ça que je pense que je vais faire un paquet d'interviews, c'est de se rendre compte que beaucoup parlent de leur pratique actuelle. Tu vois, ils sont soit profs, soit ils ont arrêté les arts martiaux, ou ils sont en fin de course de leur pratique, et qui ne font plus parler de leur passé de compétiteur. Ouais, mais moi, à l'époque, mais en fait, on s'en bat les quoi. Tu vois, aujourd'hui, ce qui est important, c'est comment tu kiffes ta pratique. Si toute ta vie post-compétition, tu ne fais que de vivre ta vie qu'au travers de ton passé de compétiteur, tu sais, c'était un petit peu les anciens qui nous saoulaient à dire ouais, mais moi, à mon époque, non, mais on s'en fout en fait. Factuellement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Quelle est ta vision d'aujourd'hui? Pas que le truc du passé, parce que c'est 10 ans ou c'est 5 ans ou c'est 3 ans, qu'importe le temps que la personne a fait de la compète, ça ne résume pas ta vie de pratiquant d'arts martiaux, de sport de combat ou de sport de façon générale. Et c'est dommage d'être dans cette espèce de je ne vis que par rapport à mon passé de compétiteur, qui a pu être glorieux, il n'y a aucun problème là-dessus, mais qui, au bout du compte, te pourrit la chance que tu as aujourd'hui de pouvoir encore pratiquer, peut-être être assez en forme pour pas être blessé, pour pouvoir t'entraîner, pour, comme tu dis, faire du PAO ou faire des sparring cool avec des potes, rigoler pendant 1 heure et te dire ça, c'est ce que j'aime dans les arts martiaux et c'est pas ce que j'ai été qui forme cette notion-là. Toi, cette notion de temporalité, elle est hyper importante. Je pense qu'il faut voir le sport en général comme une courbe, mais pas voir une courbe, tu vois, qui va monter progressivement et descendre progressivement, mais pas un pic rapide avec une chute rapide comme beaucoup qui se grillent en compétition, qui des fois arrivent à haut niveau et après deviennent des locks à 40 ans, tu vois. C'est horrible. Je vois des champions de boxe anglaise, mais vraiment qui ont été des champions immenses, tu vois, et tu te rends compte qu'à 50 ans, c'est compliqué pour eux, tu vois, et il n'y a plus rien. Tu les vois même faire du shadow, tu dis putain, merde, c'est horrible. Bien sûr. Et je respecte leur parcours, mais je pense qu'il faut globalement essayer quand même d'avoir une vision un peu plus en courbe et essayer de maintenir quand même quelque chose après, tu vois, peut-être même changer de sport, mais toujours garder une activité. Et pas voir ça quand même comme juste un système où tu performes parce que tu vas pas performer toute ta vie, tu vois, et c'est dommage, comme tu dis, de rester bloqué sur 10 ans de ta vie à raconter tout le temps les mêmes histoires. En fait, tu deviens comme tu sais, les poivreaux dans les bistrots qui te racontent leurs 5 années glorieuses et qui te cassent les couilles avec ça depuis 20 ans, tu vois. C'est un petit peu dommage, tu vois, donc c'est intéressant de soit basculer sur l'enseignement si tu as ça en toi, parce que comme je dis, c'est hyper important de se tester en association, parce que là, je vois tout le monde veut devenir coach. Les mecs, t'en as 3 quarts, ils partent au casse-pipe, mais vraiment, c'est catastrophique. La plupart,
ils finissent à gagner 300 balles par mois en complément de revenus, tu vois, parce que ils n'y arrivent pas. Parce que faut avoir ce truc en toi. Donc déjà, se tester en assos, basculer coach, et même si tu n'as pas envie de coacher, tu peux continuer à avoir une pratique différente. En fait, c'est pas honteux de continuer à pratiquer plus soft. C'est pas honteux. Mmh. Oui, C'est pas puis honteux juste d'aller aller au boxer dojo. et faire du sparring avec des grosses protections entre darons à la Exactement. cool et faire beaucoup de poids et pas haut de sac. C'est pas honteux. C'est pas honteux. Mais souviens-toi même à l'époque, l'idée qu'on avait mis en place sur le NBF à l'époque Kudo, l'idée c'était de se dire tiens, on va faire des cours pour les plus de 40 ans avec les casques Ouais, à bulles de Daidojuku, etc., tout à fait. pour qu'ils puissent avoir cette espèce de côté, ils peuvent s'encanailler un peu sans jamais aller vers de la blessure parce qu'on mettrait des gros gants, on mettrait des trucs pour qu'il y ait un max de protec et qu'ils puissent Bien sûr. s'amuser à faire du dur dans du souple en fait, ou inversement, tu vois. Je Et, pense que c'est ça. Non, vas-y, continue, hein. Excuse-moi, je t'ai ouais, non, coupé. non, 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 mais c'était juste pour quoi, tu vois, cette idée à dire à chaque âge et chaque période de vie, sa pratique et sa manière de faire. Et si tu as envie de faire un peu dur, bah, il faut tout mettre en place pour que tu ne ressors pas avec des traumas, des problèmes, ou si tu as un boulot à côté, à venir avec ton nez de travers et des cocards dans tous les sens. Bah voilà, déjà physiquement, quand tu passes la quarantaine, moi je vois, hein, je me suis blessé passé 40 ans en tapant sur des gens, tu vois. Quand t'as 20 ans, tu te blesses souvent, c'est quand tu te fais taper. Mais nous, à C'est ça. 40, tu vois, je me suis déchiré 2 fois le biceps en mettant des crochets dans la gueule d'un mec. Tu vois, c'est des trucs jamais à 20 ans ça me serait arrivé. Et après, Ouais. j'ai été emmerdé pendant 3 à 4 mois pour bosser. J'ai quand même tenu les pads avec une attelle. Ça fait que je faisais des pads avec un seul bras. Je me suis tapé une tendinite de merde après au coude, à l'épaule. Ouais. Donc, tu vois, ta vie change. C'est-à-dire souvent, à 40 ans, bah, tu as une famille qui dépend de toi. Donc, tu peux pas te permettre d'être blessé et de pas ramener d'oseille à la maison parce que tu t'es fait kiffer. Donc, ça, c'est différent. Mais nous, on vient des arts martiaux où tu as une vision sur le long terme. Ça, c'est Mm, un truc bien que nous a apporté le karaté. mm, C'est que la plupart des gens qui font du karaté passé à un certain niveau, souvent, ils n'arrêtent pas. Ils mm. continuent. Exactement. Ils continuent. Et il y a une vision très longue de la pratique. Les sports de combat, souvent, il y a une vision un peu en pic. C'est-à-dire, on va Mm, essayer d'être performant quand on est jeune. Bon, après, quand t'es vieux, vas-y, cache-toi. Ça sert plus à rien, tu vois. Et c'est un petit peu dommage. Et au Japon, je le vois, c'est très comme ça. En boxe anglaise, la boxe anglaise au Japon, c'est un sport professionnel. En fait, il y a quasiment pas de club loisirs, si ce n'est des clubs fitness qui utilisent la boxe. Mais il n'y mm, a pas d'entre-deux. C'est soit des clubs de compétiteurs. C'est-à-dire, là où je vais, il n'y a que des compétiteurs. C'est que mm. tu commences, t'es ado, tu signes pour devenir compétiteur, un peu comme Jean Hajime no Ippo. Ouais, c'est ça Tu ce que passes j'allais ta dire. carte pro, tu fais des combats à loisirs, enfin tu fais des combats amateurs. Et à 18 ans, tu passes ta carte professionnelle et tu deviens combattant professionnel. Et au club, il n'y a que ça. C'est-à-dire, moi, je suis le plus vieux, j'ai 46 ans, mais je suis le plus vieux d'au moins 12 ans. Il n'y a Mm, pas de mec, les plus vieux au club, ils ont 35 ans et ils sont sur la fin. Et quand mm. ils arrêteront, ils arrêteront. Ils passeront juste dire bonjour, tu vois. Ah ouais, Et ouais, ouais. Ils arrêtent totalement. Ouais. ils arrêtent totalement. Et bah, c'est un petit peu triste. Je trouve ça un petit peu con, tu vois, parce que c'est pareil, c'est des gens qui accumulent des connaissances, plein de choses par rapport à leur passif, et au final, ça s'arrête. C'est un peu triste. Et bah, la boxe anglaise au Japon, c'est comme ça, et je pense qu'on pourra en parler sur un épisode même entier, la boxe anglaise au Japon, parce que c'est un univers particulier. C'est quand même le Japon, c'est dans le top 3 mondial de la boxe anglaise. Tu vois, il y a très peu de gens qui le savent. C'est ancré dans la culture japonaise, la boxe anglaise, mais vraiment. Le kickboxing et le MMA, c'est des sports un peu fashion qui ont des pics et des chutes au niveau de la popularité. Mm. Là, le MMA, ça a quasiment reparti de zéro au Japon. Ouais. Après l'arrêt du Pride, il y a eu une chute mais totale dans les clubs. C'était catastrophique. Le MMA, il n'y avait plus rien, mais vraiment, hein, et le kickboxing, c'est pareil. C'est des clubs, c'est des sports qui vont être hyper à la mode. Il va y avoir une hype, ça va redescendre, mais vraiment, vraiment, ça va redescendre de fou. La boxe anglaise, c'est très stable. C'est très ancré dans la culture japonaise. Il y a des clubs très anciens, tu vois, où je m'entraîne. Le club a 48 ans. Mm. Ah ouais. 48 ans, et il y a eu plusieurs ceintures mondiales. Il y a eu peut-être 40 ou 50 champions du Japon qui ont été formés là. J'ai eu la chance de m'entraîner dans le plus vieux club de boxe anglaise du Japon qui avait plus de 70 ans et qui a fermé le mois d'après
où je suis passé, tu vois. Donc c'était quand même, j'ai été chanceux parce que je suis venu au mois d'août, ça a fermé au mois de septembre définitivement. Et tu rentres dans des clubs qui ont 70 ans de combat professionnel de boxe anglaise, t'as l'impression qu'il y a des fantômes, il y a une atmosphère, quoi, c'est dingue. Et tu te rends compte, mais vraiment, la boxe anglaise au Japon, c'est quelque chose. Vraiment, autant le kickboxing, le jiu-jitsu brésilien, les autres sports, tu vas retrouver un peu partout pareil. Il n'y a pas une ambiance spécifique, mais la boxe anglaise, il y a ils ont rentré l'âme du Japon dans la boxe anglaise, vraiment. Et c'est encore plus martial au niveau des saluts, du respect que le karaté. Ah ouais. Tu vois, il y a vraiment, c'est très hiérarchisé, c'est très senpai kawaii, c'est très, tu salues quand tu rentres, tu salues quand tu commences à t'entraîner, tu salues quand tu as fini de t'entraîner, tu salues quand tu pars du club. Les anciens, ils parlent pas trop aux nouveaux, les nouveaux, et t'as l'impression qu'ils sont traumatisés. Tu vois, donc t'as un peu cette ambiance, tu vas voir, dans Hajime no Ippo. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hajime no Ippo, tu sens vraiment cette ambiance-là. Hein. Ouais. Alors que tu vois, par exemple, le jiu-jitsu brésilien, au Japon, c'est du jiu-jitsu brésilien que tu vas voir un petit peu partout au niveau de l'ambiance, au niveau du parler avec le professeur, tu vois. Tu vois, un truc, par exemple, où je vais au JB, les gens, ils remettent leur ceinture face au prof, tu vois. Il y a qu'au JB que tu vois À la ça. brésilienne, ouais. Ouais, moi, au Japon, au karaté, c'était à genoux devant le mur pour remettre ta ceinture, tu vois. Du coup, le jiu-jitsu brésilien a pas une âme japonaise, tu vois. Le kickboxing a pas forcément une âme japonaise non plus. Tu vois, par contre, la boxe anglaise, mais la boxe anglaise japonaise, c'est quelque chose, c'est une saveur unique. Tu ne retrouves pas ailleurs. Tu vois, je suis parti m'entraîner aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec le Japon, tu vois, mais vraiment rien à voir, quoi. La boxe anglaise japonaise, c'est la boxe anglaise japonaise, quoi. On fera ça, c'est une super idée. On fera en fonction des disciplines des podcasts. Là, j'aimerais juste finir sur la notion. Donc, tu disais donc plutôt aller sur de l'associatif, puis après petit à petit passer ses diplômes. Toi, au moment où tu as ouvert le studio, ça a été quoi la transition, sachant que le NBF, en gros, André a vendu sa salle ou a arrêté le bail, je ne sais pas comment ça s'est passé. D'ailleurs, le bail a été repris par les copains d'Enerfight. Tout à fait. Et toi, donc, tu as décidé à ce moment-là, quoi. En tout cas, tu t'es dit, moi, je veux continuer. Il me faut un local parce que moi, je me souviens à l'époque. Non, j'avais déjà lancé mon local de coaching. Tu avais déjà le studio. Ouais, j'avais déjà, ça faisait quasiment un an que j'avais mon studio de coaching. Dans le 17e. C'était une autre clientèle. Dans le 17e, c'était une autre clientèle. Voilà, c'était du coaching individuel ou en small group, soit en préparation physique, musculation classique ou boxe. Mais boxe de coaching, tu vois, faut arrêter de le dire. Tu vois, la boxe de coaching, c'est pas de la boxe de compétition. Tu vois, t'es là, tu fais kiffer ton client, tu lui apprends les bases de la boxe, il kiffe au PAO, ça lui fait bosser son cardio, ça le fait bosser un petit peu musculairement, il kiffe, il reprend la forme via la boxe. Donc la boxe de coaching, c'est de la boxe, on va dire, que tu utilises pour remettre en forme ton client qui kiffe. Et des fois, ça le lance dans la vraie boxe, tu vois. Il fait putain, je kiffe trop, je vais aller à des vrais cours de boxe. Et ça, c'est kiffant. Et du coup, j'avais les deux en parallèle, ce qui était un peu dur à gérer quand même. Parce que j'étais au studio toute la journée, donner le coaching. Après, il fallait, en plus, c'était pas à côté. Il fallait que je parte à République, donner. Il y avait 3 cours collectifs le soir, plus le samedi. Donc, c'était pas simple. J'ai eu cette chance, c'est que André, il voulait partir sur un autre système de cours. Donc, il changeait de local. Donc, il stoppait le bail. Il a de studio aussi, lui. Hein. Là, il a monté son studio aussi. Non, il a monté son studio qui marche bien. Et du coup, il m'a dit ouais, voilà, je vais arrêter. Et moi, je lui ai dit bon, écoute, ça tombe bien parce que les deux, ça commence à être compliqué à gérer. Donc, tu vois, c'est bien tombé. Et du coup, j'ai pas rabattu mes activités au studio. J'ai récupéré 0 mec du studio quasiment parce que c'est pas la même clientèle, c'est pas la même recherche. Le NBF République, c'était un club de MMA loisir, mais voilà, c'était un club de MMA, quoi. Ça se tapait, quoi. C'était pas du coaching et de la remise en forme. Donc, c'était une activité totalement différente. Donc, on a récupéré très peu de gens de cette époque-là. Et tu, donc, dans le studio, à partir de là, tu es resté sur des bases de boxe pour tes coachings ou tu as aussi fait d'autres types de sports pour la prépa des gens ou pour l'accompagnement des gens? Non, moi, l'accompagnement des gens, ça va être vraiment
sur de la réathlétisation, musculation, réathlétisation et un peu de circuit training et de la boxe. La plupart, c'était 50% muscu, 50% boxe. Ok. Voilà, moi, je me sers de la boxe pour le côté cardio, fun, tu vois, faire bosser les réflexes, la coordination. Puis c'est quand même un sport qui est très prenant. Souvent, les gens se découvrent une passion. Et la plupart, c'est quand même des quarantenaires, donc tu as quand même une fonte musculaire qui apparaît. Bien Donc, sûr. faut quand même essayer d'entretenir. Ou des fois, les gens, ils arrivent musculairement, c'est pas ça du tout. Donc, tu arrives quand même à développer quelque chose, même passer la quarantaine, parce qu'ils partent Bien sûr. vraiment d'un niveau très très bas. Donc, c'est intéressant de mixer les deux, utiliser la boxe pour le côté cardio et les charges pour le renforcement musculaire, D'accord. le Et, développement musculaire. et on va teaser un petit peu pour la suite. Mais donc, tu as décidé de tenter l'aventure au Japon il y a quelques mois. Donc, tu es Ouais, parti avec l'objectif aussi à moyen terme, potentiellement, d'ouvrir un studio NBF, Nippon, Nihon tout à fait. NBF. Tout à Comment fait. ça t'est venu cette envie de partir de France et de tenter l'aventure au Japon? Ce qui s'est passé, comme tu sais, hein, je pars au Japon tous les étés et je reste un mois et demi, 2 mois chaque été depuis 2004. Donc ça fait bientôt 20 ans. Donc je me suis toujours dit un jour je tenterai l'aventure Mhm. parce que j'aime ce pays. Bon, tu sais, c'est comme tout amour, hein, des fois c'est un amour vache. Des Mhm. fois il y a des up and down et je me suis toujours dit il faut que je tente et mes 10 premières années où je partais au Japon, j'étais là, faut que je tente, faut que je tente, faut que je tente, et j'ai jamais eu l'occasion ou le courage, parce que ça demande, Bien sûr, c'est pas évident, hein, de vraiment changer de pays, de culture, et le Japon en tant que touriste et le Japon pour travailler, c'est pas le même, tu vois. bien sûr, bien sûr. Et du coup, là, cet été, je suis parti, je me suis questionné parce que j'avais 45 ans et je me suis dit, si je le fais pas là, je le ferai jamais. Mhm. Et mon bail sur Paris arrivait à terme, et je me suis dit, bon, vas-y, on va tenter l'aventure, tu vois. On va tenter Mhm. l'aventure. Pour l'instant, là, tu as encore le bail du 17e, il est encore là-bas. J'ai toujours le bail du 17e, donc c'est mes assistants qui font le cours, et là, je rentre en France 2 mois. Je vais rentrer en France 2 mois. Mhm. Parce que là, je suis dans le process de visa, donc je dois rentrer après en France pour attendre mon visa. Bien sûr, bien sûr. Et les premières démarches ici, et après, je vais attendre tranquillement, donc je vais en profiter pour continuer à bosser au studio. Donc Mhm. voilà, mais ça m'a permis, là, je suis venu, je suis parti 2 mois et demi cet été, et là, ça fait 3 mois que je suis de retour au Japon. Donc, là, ça me fait 5 mois et demi sur 7 mois. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai passé pas mal de temps au Japon et ça a permis un petit peu de prendre un petit peu la température du marché, de voir un petit peu les prix des loyers sur Tokyo. Ouais, Parce que c'est compliqué, toutes ces choses-là, quand tu à distance, c'est quand même très abstrait. Faut que c'est comme apprendre une langue, hein. Si t'es pas dans le pays, c'est un peu abstrait. Mhm. Et tu peux pas lancer un business de la France au Japon. C'est trop différent, trop Non, abstrait. Donc j'avais besoin d'être là pour un petit peu visiter des locaux, voir si c'était facilement adaptable les locaux par rapport à ce que j'attendais, les prix par rapport à Paris. C'est toutes ces choses-là. Toutes ces Mhm. choses-là, mais ce qui est important, hein, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, euh, déjà peut-être commencer en France, mais pas te lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je lance quelque chose au Japon parce que ça fait 20 ans que je viens au Japon tous les étés. Si tu veux, il n'y a pas de culture choc, hein, Bien sûr. et ça, tu peux le prendre dans la gueule, hein. L'Asie, si tu veux, en tant que vacancier, l'Asie, ça peut paraître merveilleux parce que tu profites que des bienfaits du pays, mais tu connais pas l'envers du décor. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui idéalisent le Japon, qui est un très beau pays, tu vois, mais qui a ses côtés négatifs comme tout pays. Mais Bien le sûr. problème, c'est qu'en France, moi je parle du Japon parce que j'ai une bonne expérience au Japon, c'est que les gens, ils ont que des shoots de positifs en France vis-à-vis du Japon. Mhm. Il y a des côtés très négatifs comme tu as en France, tu vois, sauf que les gens, ils vont pas forcément y avoir accès. Il faut passer du temps vraiment au Japon pour comprendre les points négatifs. Comme toi, tu commences à connaître le Japon. Ouais.
Et du coup, tu as beaucoup de gens qui viennent ici, qui pensent que c'est un Eldorado et qui sont laminés, quoi. Mais vraiment, hein, qui sont rétamés. Mm. Moi, je croise beaucoup de gaijins, enfin d'étrangers dans Tokyo. Les mecs, ils sont perdus dans leur tête, hein. Mm. Ils sont perdus. Oui, puisque pour Ils sont l'instant, perdus. c'est associé encore beaucoup au manga et aux trucs, comme nous, les premières fois qu'on y allait en mode gamin, hein, ce qui est cohérent. Bien Mais, sûr. mais la réalité, bah, bien sûr, c'est un pays. Et alors, justement, c'est sur ça. Là, on introduit juste, mais on va pas mal parler de ça. Donc, on va parler justement des spécificités que tu as vues, etc., au fur et à mesure des podcasts. L'idée étant vraiment aujourd'hui de présenter globalement, Bien parce qu'on sûr. reviendra sur plein d'éléments de ta vie, de ton quotidien, etc. Mais c'est vraiment pour que tout le monde puisse commencer un peu à voir qui tu es, Bien sûr. ce que tu vis, tes projets, etc. Et le but là, vraiment de nos podcasts, ça va être d'échanger sur tout ça, sur les passions, sur le Japon, sur l'entrepreneuriat, le coaching, quoi, tous ces trucs-là que certains peuvent vouloir faire ou des personnes se questionnent. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à partager ces interviews pour justement que Sony puisse aussi avoir du feedback ou m'envoyer aussi des questions et autres. Comme ça, on posera des questions pendant ces podcasts. On pourra justement, quand tu seras là, je viendrai au studio et on pourra se faire ensemble soit un live, soit un élément. Le but étant de le faire le plus régulièrement possible pour que pour qu'il y ait vous puissiez voir une progression, une compréhension, et puis que ça ouvre sur plein de questionnements et peut-être d'idées et d'indices pour réussir à avancer sur vos propres projets ou sur les sports de combat ou sur la prépa ou sur la nutrition, etc. etc. C'est bon pour toi? Impeccable. Bah écoute, avec grand plaisir, hein. Espérons Nickel. qu'on ait un petit feedback sympathique, ça nous motivera à en faire plein. Ouais, complètement. Puis après, on va demander, on va diffuser. Puis c'est aussi tout à chacun de diffuser. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite. Merci à toi, Sony, et à Allez, bientôt. à bientôt, Pank. Ciao.